Est-ce que je vais mettre une pub cette fois dans ma vidéo? Bien sûr que non! Accro à l'argent. Coupable! Vous m'avez défoncé. Je vous ai mis une pub dans la dernière vidéo qui durait 3 minutes pour une vidéo qui dure 9 minutes. J'ai mis 2 vidéos sur les 260 où il y a de la pub, mais vous avez décidé de me défoncer. Bon, vous avez peut-être certainement raison, c'est vrai qu'on est envahi par les pubs, mais quand même, je trouve que vous réagissez quand même un petit peu comme des enfants gâtés. Surtout qu'avec votre petit doigt boudiné ou votre souris d'ordinateur, vous pouvez glisser le curseur pour passer la pub. Je comprends pas. Par contre, je voulais remercier tous ceux qui ont pris ma défense. Je vous remercie. Ouf, heureusement que vous êtes là, vous, les schtroumpfs bienveillants. Je vous appelle les schtroumpfs bienveillants. Et puis, vous avez les schtroumpfs grognons, qui sont très peu, hein, les schtroumpfs grognons. Hein, vous êtes un village de schtroumpfs, en fait. Je vous appelle pas ma communauté, je vous appelle mon village de schtroumpfs. L'avantage de ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu justement vous faire cette intro pour introduire la vidéo d'aujourd'hui, l'histoire de Gigi Wu. Vous avez vu la vignette, vous vous dites certainement, si vous êtes un schtroumpf grognon, encore une qui montre son corps pour faire des vues, pour avoir des followers, pour faire du fric. Eh bien non, vous faites fausse route. Gigi n'était pas comme ça. Gigi Wu, c'était une Taïwanaise qu'on avait surnommée la randonneuse en bikini. Elle avait 36 ans quand les sauveteurs l'ont trouvée au pied d'une falaise, 43 heures après son appel de détresse. Et contrairement aux nombreuses critiques qu'elle a eues, Gigi était une randonneuse expérimentée. Et elle avait fait le choix de se dévoiler au travers de ses photos pour mieux s'aimer. C'est parti! Gigi est né en 1982 dans une famille modeste de Taipei, au nord de Taïwan. Taïwan, c'est une île incroyable composée à 60% de son territoire en relief montagneux. L'île fait 400 km de longueur et 150 km dans sa plus grande largeur. Pour vous donner un ordre d'idée, je vous ai fait une super carte où j'ai glissé Taïwan sur la Méditerranée et vous pouvez voir que l'île fait 3 fois la Corse, couvre les Alpes françaises et suisses avec des montagnes pouvant grimper jusqu'à presque 4000 mètres d'altitude. La montagne la plus haute est Yushan, qui culmine à 3952 mètres. Mais le chiffre qui doit retenir votre attention est celui-ci. 268 sommets s'élèvent à plus de 3000 mètres d'altitude. De quoi remplir bien des week-ends pour des passionnés de randonnée et de trekking, amoureux d'espace et d'altitude. Gigi, elle, a une adolescence banale et timide. C'est une fille introvertie, rasant les murs sans vagues ni remous. Elle grandit, trouve un petit boulot et reste chez ses parents, auprès de qui elle garde l'amour, à défaut de le trouver hors du nid familial. Mais en 2014, l'équilibre se rompt. Gigi perd son père. Elle est seule à son chevet. Son père, avec qui elle avait partagé tant de souvenirs, tant d'amour, vient de partir, victime d'une attaque vasculaire cérébrale. Et pour faire face à son chagrin, elle prend une décision qui va radicalement changer sa vie triste et monotone. Alors que son employeur, une société de commerce internationale, lui demande de s'installer en Chine, elle fait un point sur sa vie. Son regard se tourne vers les hauteurs de son île, comme si quelque part là-haut, elle pourrait trouver le réconfort et les réponses qu'elle cherche. Elle quitte son emploi et décide de partir à la conquête des montagnes de Taïwan. Quelques semaines après le décès de son père, Gigi contacte une agence de voyage pour réaliser un trekking de 15 jours à la découverte de la montagne de Jade, le point culminant de l'île, le fameux mont Yushan. Elle fait partie d'un groupe de passionnés et rencontre Alex Yang, avec qui elle noue rapidement des liens d'amitié. Yang est passionné de photos et de grands espaces et devient le complice d'ascension de notre randonneuse. Au sommet, alors qu'il va prendre la photo, Gigi surprend son nouvel ami en ôtant ses vêtements de randonnée pour se dévoiler en maillot de bain coloré. C'est le début d'un changement pour Gigi. La femme aux lunettes discrètes, timide, introvertie au pantalon ample, a commencé sa chrysalide. Gigi avouera quelques années plus tard avoir posé en maillot de bain après avoir perdu un pari avec une amie. C'était le gage et pas une décision qu'elle aurait prise seule. Mais grâce à ce pari perdu, s'opère dans sa tête un véritable déclic, une transformation qu'elle veut cristalliser en montrant son corps. Dévoiler sa partielle nudité va lui permettre de gagner en confiance en soi, d'accepter d'être belle et d'avoir la liberté de le montrer pour les autres, mais surtout pour elle-même. Gigi va aussi dévoiler à son ami Yang qu'elle souhaite entreprendre l'ascension des 100 plus hauts sommets de Taïwan. Et pour chaque sommet,
elle fera une photo. L'aventure qu'elle recherche commence enfin à prendre forme. Gigi est lancée. Elle gravit les sommets un à un et prend ses premières photos qu'elle poste sur Instagram et Facebook. La première est une simple photo d'elle, en tenue pantalon classique de randonneuse, mais en soutien-gorge. Puis petit à petit, elle ose uploader des photos de plus en plus dénudées, sans se douter qu'elles vont bientôt faire le buzz et le tour du monde. Au fur et à mesure des ascensions, le succès est grandissant et la jeune femme pose maintenant en bikini à plus de 3000 mètres d'altitude. Son visage s'illumine, ses épaules se redressent, ses cheveux s'allongent et la femme sur les photos inspire la confiance qui l'anime. Sa popularité grandit à chaque photo postée. Très vite, ses followers la surnomment la Bikini Hiker, la randonneuse en bikini. Et dans la foulée, les critiques arrivent aussi vite que les commentaires bienveillants. Gigi inspire mais aussi dégoûte celles et ceux qui ne comprennent pas sa démarche ou qui n'ont pas pris la peine de la connaître. Certains vont même la critiquer parce qu'elle ne respecte pas les montagnes sacrées qu'elle gravit. Mais Gigi ne met pas qu'en ligne des photos en bikini. Elle publie aussi des photos de ses jambes ensanglantées lors d'une chute par exemple. Et surtout, elle informe, décrit, partage des quantités d'informations sur les chemins qu'elle emprunte. Elle décrit ses ascensions pour aider les autres randonneurs à trouver les points d'eau, à identifier les zones où le réseau téléphonique est absent ou à prévenir des zones de danger sur certains sentiers. En 2 ans, elle atteint son objectif d'avoir gravi les 100 sommets et devient une spécialiste reconnue des montagnes de Taïwan avec une mine d'informations importantes communiquée via son Instagram ou son compte Facebook. Les photos en bikini sont seulement la petite cerise sur le gâteau pour ses nombreux followers. Pour les hommes, bien sûr, pour le côté glamour, et pour les femmes, celles qui ont besoin d'une inspiration qui leur donnera confiance en elles, celle qui la surnomme la déesse des montagnes. En 2016, les 100 sommets sont gravis et sa motivation reste intacte. Alors elle se donne un nouveau challenge. Gravir les 168 sommets restants de plus de 3000 mètres qu'elle n'a pas encore escaladés en choisissant des endroits difficiles et éloignés pour ses nouvelles photos qu'elle veut réaliser avec une démarche artistique de plus en plus travaillée. L'objectif est double, continuer sa quête intérieure et sensibiliser sur la beauté de la montagne. Les spécialistes de l'activité reconnaissent le caractère difficile de son projet, surtout que Gigi a aussi fait le choix de randonner en solo. Au fur et à mesure de ses ascensions, Gigi a gagné en rythme et en expérience. Dorénavant, elle se traîne avec ses compagnons de route et se dispute parfois pour le choix des parcours. Elle sait que les sorties en solo peuvent s'avérer dangereuses pour une femme sur des sentiers en grande majorité difficiles. Elle continue pourtant d'informer tout en ramassant les déchets que d'autres randonneurs peu respectueux laissent derrière eux. Peut-être les mêmes qui la critiquent de ne pas respecter la montagne lorsqu'elle pose en bikini. En 2018, Gigi passe plus de temps dans les montagnes que dans le petit appartement familial de Taipei. Sa réserve d'argent diminue mais pas ses ambitions. Son succès et sa notoriété attirent les marques, qui lui font des propositions commerciales intéressantes. Mais Gigi refuse tout d'un bloc. Elle veut garder son indépendance. Elle veut être libre de ses choix, libre dans sa création artistique, libre de toute entrave pour atteindre sa quête intérieure. Elle devient une icône, un symbole de volonté et de réussite, une inspiration évocatrice de liberté et de choix de vie. Son ami Yang la soutient en lui offrant un GPS et un téléphone cellulaire, 2 outils indispensables pour communiquer et se repérer dans des endroits non couverts par le réseau téléphonique classique. Pendant ce temps, à Taipei, la mère de Gigi essuie les critiques sur sa fille. On lui fait des remarques sur le fait que sa fille ne travaille plus, qu'elle est incontrôlable, qu'elle n'est pas dans la norme boulot-dodo. Que fait cette mère pour remettre sa fille sur le droit chemin? Rien. Que pourrait-elle faire? La dispute entre la mère et la fille est inévitable. Gigi prend ses distances avec une mère tiraillée entre les choix de sa fille et ceux qui n'acceptent pas de la voir vivre de ses choix. En janvier 2019, Gigi prend le train pour le parc national de Yushan. Le 11 janvier 2019, Gigi est dans le parc national de Yushan. Elle est équipée d'un sac à dos très lourd transportant tout ce qu'il faut pour une randonnée de plusieurs jours. Le 18 janvier, elle emprunte le sentier historique de Battangwan. Mais le 19 au matin, elle se risque à faire un détour par un chemin ancestral flirtant avec les falaises laissées à l'abandon depuis plusieurs années car réputées difficilement praticables. Le parcours n'est pas cartographié. Il est dangereux car le terrain n'est pas entretenu et donc très accidenté. Le sentier est jonché de troncs d'arbres morts et de blocs de pierre qu'il faut qu'elle enjambe ou contourne avec un sac très lourd sur le dos. Gigi vérifie comme à l'accoutumée la météo qui annonce un temps clair pour cette journée
est la suivante. Parfait timing pour rejoindre dans quelques jours son objectif, les sources chaudes de Dongku, où Yang, son ami randonneur, doit l'y rejoindre le 24 janvier. Elle poste d'ailleurs une photo sur sa page Facebook juste avant d'emprunter le sentier. Mais la progression devient difficile. Elle doit souvent descendre des pentes abruptes et glissantes avec son sac très lourd sur le dos. Et la météo change subitement. Les conditions se dégradent. Pluie, brouillard font leur apparition, rendant difficile la visibilité et compliquant les repères et le chemin à suivre. Alors qu'elle se trouve à 2438 mètres d'altitude, Gigi envoie un message à Yang. Elle lui explique qu'elle va redescendre aux environs de 1500 mètres d'altitude pour établir son campement au bord de la rivière, au pied des crêtes, et qu'elle l'appellera vers 18h une fois qu'elle aura installé sa tente. Vers 16h30, Yang reçoit l'appel de Gigi. Il a pensé que c'était trop tôt. Pas normal. Et en effet, l'appel est confus et mouvementé. Les propos qu'elle tient ne sont pas clairs et Yang a beaucoup de difficultés à comprendre ce qu'elle lui dit. Il semble qu'elle soit tombée d'une falaise et qu'elle ne puisse plus bouger ses jambes. Il comprend qu'elle a désespérément besoin d'aide. Dans la conversation, Gigi lui donne les indications pour qu'il puisse identifier la zone où elle se trouve. L'article qu'ils ont lu ensemble, le sentier dont ils ont discuté, qui reliait autrefois les villages des aborigènes de Taïwan et qui n'était plus utilisé depuis 1895 lorsque le Japon avait pris le contrôle de l'île. Yang a tout juste le temps de lui conseiller de bien se couvrir pour faire face aux températures qui pourraient descendre jusqu'à 0 degré à cette altitude. Puis, l'appel coupe brusquement. Et Yang a vraiment senti un sentiment d'urgence dans sa voix. Il avertit immédiatement les autorités du parc national en donnant les coordonnées GPS qui préviennent dans la foulée les pompiers du comté de Nantou. L'heure est tardive et l'hélicoptère de sauvetage ne décollera pas. La météo est devenue odieuse et les secours décident d'attendre le matin avant de lancer une équipe sur les sentiers escarpés et de faire décoller l'hélico. Pendant ce temps, Yang essaye d'appeler Gigi toutes les 5 minutes, mais elle ne répond plus. Alors il laisse des messages et des SMS pour la rassurer et lui dire que les secours arrivent. Le lendemain matin, la météo est encore exécrable avec de la pluie et du brouillard, clouant au sol l'hélicoptère de sauvetage. La zone où se trouve Gigi est éloignée et escarpée. Les secours font alors appel à la tribu Bunan, un groupe d'indigènes qui connaît très bien la région et qui se porte volontaire pour aller au secours de la randonneuse. Ces hommes ont l'habitude des zones de haute altitude. Ils sont expérimentés et se déplacent rapidement dans les sentiers et les zones difficiles d'accès. Le 20 janvier vers 8h, le groupe équipé de cordes, d'une civière et de tentes part sur le sentier qu'a emprunté Gigi et parcourt rapidement les kilomètres. Au poste de secours, un membre de la tribu reste avec les pilotes de l'hélicoptère, prêt à décoller dès que la météo l'autorisera. Il faut faire vite. Gigi est blessé et a déjà passé une nuit en montagne. Et son téléphone ne répond plus. En altitude, les hommes ont démarré les recherches à l'endroit des coordonnées GPS que Gigi avait communiquées à Yang. Alors que la nuit approchait et que la pluie tombait par paquets, un des secouristes aperçoit des affaires en pagaille sur le rebord d'une falaise et semble-t-il un corps parmi les équipements. Un corps qui ne montre aucun signe de mouvement. Ils crient, mais n'ont aucune réponse en retour. L'affleurement se trouve à une vingtaine de mètres d'une falaise qui plonge ensuite sur plusieurs centaines de mètres jusqu'à une rivière. Une chute au fond aurait signifié une mort certaine, mais Gigi avait eu la chance d'atterrir sur cet affleurement. L'accès au rebord étant particulièrement dangereux et avec la météo éprouvante, les secouristes préfèrent attendre le lendemain matin pour procéder à la descente. Ils plantent leur tente, et cette nuit-là, les températures descendent sous 0. Impossible de faire un feu avec l'humidité régnante. Les secouristes se réfugient à l'intérieur de leur tente pour attendre l'aube. Le 20 janvier au matin, ils posent les équipements nécessaires pour descendre enfin sur le rebord. Après avoir attaché des cordes sur les blocs rocheux, les secouristes descendent en rappel le long de la falaise et se glissent à travers les branches et les pierres glissantes. Gigi est allongée sur le dos, les yeux fermés et la bouche ensanglantée. Pas de pouls ni de souffle, sa peau est glacée. Son sac est posé à côté d'elle avec son téléphone cellulaire et une lampe de poche attachée à son poignet gauche. Gigi s'en est allée rejoindre son papa. Elle s'était recouverte le corps de son matelas de sol en aluminium et, chose étrange, sa veste était posée à côté d'elle, comme si elle l'avait enlevée subitement. Et en plus, elle tenait dans sa main une brosse à dents. Les secouristes ont émis une hypothèse. Gigi a chuté et a atterri sur le rebord. La violence de la chute l'a empêché physiquement d'installer sa tente. Ses vêtements fins n'ont pas été suffisants pour la protéger du froid et elle a dû entrer dans une légère hypothermie qui aurait provoqué une léthargie et peut-être une amnésie. Dans la nuit, son corps aurait cessé de frissonner et Gigi aurait eu des hallucinations. Pensant avoir chaud, elle aurait commencé à se déshabiller.
ce qui explique la veste à côté d'elle. On appelle ça un déshabillage paradoxal. Puis elle aurait cru ensuite s'installer pour dormir, ce qui expliquerait aussi la brosse à dents dans sa main droite. Enfin, son rythme cardiaque et sa respiration auraient ralenti, provoquant une perte de connaissance et un arrêt cardiaque. En raison d'une météo détestable et de l'emplacement du corps, il faudra 2 jours pour extraire Gigi du rebord. Une équipe au sol tronçonnera 3 arbres pour pouvoir faire monter la civière jusqu'à l'hélicoptère qui stationnera durant 38 minutes angoissantes face au vent avant de hisser enfin et ramener la dépouille de la randonneuse. Quand l'information a commencé à se diffuser partout à Taïwan, des milliers de personnes ont afflué sur la page Facebook de Gigi et lui ont rendu hommage. Alors que les adeptes de la critique facile ont annoncé qu'elle avait péri dans une course à la superficialité en mettant en avant uniquement les paillettes de ses photos en bikini, d'autres ont salué son courage et ont diffusé le message d'une femme cherchant à transformer son corps convoité comme un symbole de fierté, posant dans des endroits difficiles et escarpés. Quiconque reluquerait son corps devait également contempler son succès. La mort de Gigi aura aussi eu des répercussions phénoménales dans l'île. Suite à son décès, en 2020, le premier ministre du pays, Sung Tsang-chang, a annoncé une levée des restrictions d'accès aux forêts et aux montagnes qui existaient depuis des décennies. Taïwan investirait près de 23 millions de dollars pour restaurer 78 sentiers, rénover 35 chalets et améliorer la signalisation partout sur les chemins. Surtout, davantage de tours de téléphonie cellulaire seraient construites, aidant ainsi les randonneurs en péril comme Gigi à maintenir le contact avec le monde extérieur. Tout ça grâce à la randonneuse en bikini. Gigi, en quelques années, avait réussi à sortir de l'ombre, à transformer son chagrin en amour des montagnes, à créer une dynamique positive et politique de sensibilisation et de préservation des endroits qui lui avaient tant donné et permis de se révéler. Ces montagnes, les montagnes de Taïwan. Je trouve cette histoire particulièrement touchante d'une femme qui a su trouver sa voie, qui a su se révéler, qui a su sortir de sa zone de confort et qui malheureusement a eu un destin tragique, mais contrairement à tous ses détracteurs, qui a laissé une trace dans l'histoire de Taïwan. J'espère que cette histoire vous a plu, vous avez vu, il n'y a pas eu de pub. Bon allez, je vous embrasse très fort, je vous salue bien bas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit panneau? Je l'ai trouvé sur la route qui longe ma maison. Donc voilà, ça fait partie de ma déco maintenant. Voilà. Allez, gros bisous. Bisous. Ciao.